Là, j'ai le plaisir d'introduire quelqu'un avec qui j'ai passé beaucoup de temps aussi. Cher Negin Mathieu, tu es aujourd'hui chef du service de la documentation historique, chef du département de la documentation historique du musée Carnavalet, après avoir été chef du service de l'histoire du Louvre, puis directrice de la recherche des collections au Louvre, et après avoir surtout passé près de 20 ans au département des antiquités grecques, étrusques et romaines en tant que chargée d'études documentaires. C'est probablement dans ce cadre-là que tu as pu rencontrer Madeleine Massoul, qui a été effectivement l'une des premières femmes à travailler au sein du musée du Louvre, un travail plus officiel cette fois-ci que les carrières que nous avons pu évoquer jusqu'à présent. Temps contraint, exercice contraint, je te laisse la parole. Voilà. Merci beaucoup pour cette amicale et présentation. Je vais essayer d'être court. Le diapositive est assez bavard, donc peut-être que je passerai un peu vite sur certaines diapositives. Donc j'espère que ce ne sera pas trop frustrant. Je vais essayer de tenir le rythme autant que possible. Et cette indication, il faut bien tenir le micro là pour être enregistré. Et je dois avouer, et ce n'est pas étonnant, que ce n'est pas au moment de mon passage au département, justement, que j'ai rencontré Madeleine Massoul. Et c'est justement l'énigme sur laquelle je vais m'appuyer, puisque, en effet, il n'est pas habituel de prendre la parole devant une assemblée sur un sujet qu'on ne connaissait absolument pas il y a encore quelques temps. Donc, en effet, je dois vous avouer que je ne connaissais rien de Madeleine Massoul il y a encore quelques mois, et c'est d'autant plus étonnant que j'ai passé donc, plus d'une vingtaine d'années au département des antiquités grecques et romaines du musée du Louvre. D'autant plus étonnant que je m'y attachais à l'histoire du département et aux archives, et que depuis que ce nom est venu, et je vais vous raconter comment, les personnes à qui j'ai pu en parler ne le connaissaient pas davantage. Alors j'insiste un peu, je force peut-être un peu le trait, pour indiquer combien on peut ainsi illustrer ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire qu'on ne trouve que ce qu'on cherche, et on est attentif à ce qu'on veut bien être, et que ce nom nous a échappé, nous n'y sommes pas attardés, nous ne l'avons pas retenu au sein du département, et que c'est aussi grâce à ce type de journée, ou grâce à certains travaux, grâce aussi à un regard un peu différent, par exemple, d'un autre département, le département des Antiquités orientales, qu'on peut reconsidérer une histoire, notre propre histoire, presque, je voudrais dire. Donc, effectivement, au sein du département d'Archéologie, il y a certaines personnes du département qui sont ici présentes, je vais vraiment dire, il n'y a pas de trace de ce collaborateur, comme le désigne Edmond Potier. Il dit collaborateur et pas assistant, et il dit collaborateur et non pas collaboratrice dans un monde, en effet, très masculin. Et effectivement, très rapidement, et on l'a déjà dit, le musée du Louvre est un lieu pendant tout le 19e siècle jusqu'au 20e siècle masculin, mais peut-être encore plus le département des antiquités grecques et romaines, il s'appelle aujourd'hui grec étrusque et romaine, mais à l'époque grec et romaine, qui est vraiment une histoire au masculin, parce qu'il couvre aussi des domaines classiques d'excellence, des domaines classiques qui sont extrêmement bien aussi portés par un cursus honorum que nous allons voir. Donc des directeurs masculins jusqu'en 2013 et des conservateurs masculins jusque dans les années 1950. Il est vrai donc que le recrutement est une course un peu d'endurance avec un certain nombre de concours qui s'attachent en particulier à l'antiquité classique du département. Et donc, en effet, on rentre au département la plupart du temps après avoir été normalien, agrégé et membre de l'école française d'Athènes ou de Rome. Il y a eu un article récent sur la question du genre des concours et aussi de l'école française d'Athènes en 2024 sur sa propre histoire pour effectivement noter que ce sont des écoles qui ont été très longtemps fermées. Et en 1935, on repousse une candidature féminine avec des arguments et c'est qu'en 1956 qu'il y en aura. Donc là aussi, probablement un frein pour une entrée en quelque sorte officielle au sein du département. Une histoire au masculin qui semblait donc écrite, entendue presque pour les premières décennies du XXe, jusqu'à ce que je tombe dans les archives du département sur un petit carnet inédit, celui d'un agenda d'un journal de bord du conservateur Pierre de Vambèze pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc quelques dates, écrits en style télégraphique, des rendez-vous, et là, juste un nom, je m'attachais à essayer de les identifier avec cette graphie un peu particulière, et je tombe donc sur cette demande de Madame Massoul. Je n'avais pour l'instant aucun élément
à cette époque. Et c'est grâce, en effet, comme je l'évoquais, aux travaux plus récents, aussi bien anglo-saxons dans un premier temps, mais aussi en France avec Charlotte Fouché-Armagnan ou Julie Verlaine, et puis un certain nombre de mémoires à l'École du Louvre qui s'attachent aux figures féminines, et en particulier, par exemple, les travaux de Raphaël Ranou, que j'étais très contente de pouvoir entendre, et qui a cité Madeleine Massoul. Elle en savait en effet sûrement davantage que nous au sein du département, mais aussi Adeline Pavie, Lily Villefer, ou bien encore Arnaud Tronchet, que je vais citer pour son travail sur les conférencières. Donc ce contexte nous permet de mieux s'intéresser évidemment à ce sujet et aussi de remettre en contexte cette présence féminine que nous pouvons donc maintenant un peu mieux tracer au sein des départements. Et il faut dire quand même que les sources sont présentes et aujourd'hui, il est vrai, aussi plus accessibles. Donc les traces au sein du département étaient invisibles, mais en revanche, il y avait des traces de cette figure, de cette femme, dans de nombreuses autres archives auxquelles on peut avoir accès. Les archives administratives qui ont été citées, aux archives nationales par exemple, les archives évidemment d'état civil, mais aussi une source comme celle de Gallica, Rétronews pour ce qui est de la presse, qui a été très très riche d'informations pour cette figure. Alors là, je vais vous présenter un exposé biographique en quelque sorte, un peu classique dans la chronologie, parce que c'est mon cheminement pour essayer de comprendre qui avait été cette figure et comment, on peut dire presque, elle s'était retrouvée là. Nous l'ignorons. Elle avait une histoire avec elle, une histoire pour elle. Alors, d'état civil, parce que c'est intéressant de comprendre le contexte, elle naît donc en 1873 à Paris d'une mère lingère et d'un père sculpteur sur bois, lui-même fils d'un monteur de bronze. Et on a indiqué que ce milieu parisien, mais où de l'élite parisienne pouvait avoir été quand même porteur pour les jeunes femmes, mais aussi le milieu artistique était un milieu peut-être plus favorable pour promouvoir l'éducation des filles. Et effectivement, elle a par exemple, elle, une sœur qui va devenir aussi institutrice sans se marier. Donc un contexte un peu favorable pour la possibilité de faire des études. Et là aussi, il me suffit de redire, comme ça a été dit ce matin, l'importance de l'École du Louvre qui permettait donc cette présence féminine. Il y avait des hommes aussi. Et donc une scolarité qu'elle commence en 1915 à 34 ans. À 32 ans, après avoir été 5 ans auditeur libre. Je reviendrai sur ce gap. Et donc, elle commence une scolarité pour avoir un diplôme. Ce n'est pas en tant qu'auditrice libre qu'elle assiste aux cours d'égyptologie, de céramique antique et d'antiquité orientale, et qu'elle s'attache en particulier à la personnalité de son enseignant, Edmond Potier, qui lui est normélien, agrégé, maître de conférences, académicien et conservateur, et qui y enseigne et qui s'intéresse en particulier aux questions d'origine orientale de la céramique grecque. On y reviendra. Et effectivement, on a une figure qui va être entre deux départements. Alors, si on retrouve l'état civil, elle s'est mariée entre-temps, à 21 ans, en 1894, avec Félix Massoul, qui lui est né en 69. Et on peut voir, avec un certain étonnement dans cet état civil, qu'elle est alors employée de chemin de fer. Et qu'elle est donc, là, au tournant du siècle, une femme qui a fait des études, qui est mariée, qui a un métier, et son mari, lui, est né d'un père instituteur et désigné comme artiste-peintre. Il aurait été formé à l'École nationale des arts décoratifs. On reste dans ce mouvement artistique qui est le sien. Alors, dans une lettre qui accompagne un de ses dons de tableaux au Petit Palais, une de ses premières œuvres, le portrait de sa grand-mère, la lettre indique donc et donne cette indication de ce passé de peintre et du succès qu'il a remporté lors d'une exposition où elle avait été présentée. Mais ensuite, son dossier de la Légion d'honneur et beaucoup d'autres éléments indiquent qu'il est surtout un céramiste à succès, membre du comité technique des arts appliqués. Il expose chaque année au salon d'automne des expositions personnelles à l'étranger. Et celui qui accompagne sa demande de Légion d'honneur, Franz Jourdain, n'est pas n'importe qui. C'est un architecte très, très ouvert, avec des chantiers très importants, et qui s'est intéressé en particulier aussi à l'habitat populaire et à l'université populaire. Je reviendrai. Dans ces éléments, il se désigne lui-même comme un orientaliste de la céramique, selon une acceptation, là, qui n'est pas sans nous rappeler les problématiques de Potier, dans une lettre qu'il adresse au conservateur du musée de la céramique de Sèvres. Il s'intéresse en particulier, nous dit la presse de l'époque, qui suit activement ses travaux, c'est un céramiste connu, qui s'intéresse à la reconstitution du bleu égyptien. Je ne le dis pas seulement pour les égyptologues qui étaient nombreux dans cette journée. C'est un chercheur infatigable, désintéressé, doublé d'un bel artiste, et qui s'attache à la reconstitution d'œuvres anciennes. Les reflets métalliques, par exemple, dit Hispano Moresque, je sais ce qu'il dit, ou
l'inimitable bleu Masoul, ce bleu, une reconstitution du bel émail profond comme une mer tropicale auquel la céramique pharaonique dut son éclat et que Masoul étudia sur place en utilisant des fouilles effectuées à l'emplacement de l'ancienne capitale Phostate. Et en effet, son dossier de la Légion d'honneur nous indique qu'il a eu une mission officielle en Égypte en 1913, avant la reprise des études de Madeleine. Et cet attachement à l'histoire, à la compréhension des techniques et d'un élément archéologique n'empêche pas d'avoir une céramique très moderne. Vous voyez ces jeux de couleurs, de brillance, mais avec une simplicité des formes et quelque chose qui est pleinement de son époque, et ce jeu de couleurs qui a vraiment sans cesse été dit pour ce céramiste érudit. Mais il est temps de revenir sur les termes et vraiment tout de suite, je l'ai déjà trop parlé de Félix Masoul, il faut dire qu'en fait, il s'agit du couple de céramistes. Et vous voyez que du couple de céramique, et il est très étonnant que nos bases de musées gardent de manière totalement impropre le nom seul de Félix Masoul, c'est le cas pour les bases de données du Petit Palais de Sèvres et de l'ensemble, alors que le marché de l'art, lui, n'hésite pas aujourd'hui à promouvoir les œuvres de, là vous le voyez, de Félix et Madeleine Masoul, qui les relie systématiquement, comme le faisait la presse de l'époque. Et en effet, vous voyez là des éléments, Madeleine et Félix Masoul, monsieur et madame Félix Masoul, et ils insistent et parfois détaillent le rôle des uns et des autres. Et ils indiquent, par exemple, que Madeleine était, elle, céramographe, semblant faire une distinction entre ce qui serait d'un côté un praticien et de l'autre une céramographe qui connaît les techniques et insiste sur l'aide qu'elle peut lui apporter. Donc c'est vrai en indiquant qu'elle rend des services à son mari, mais en indiquant quand même qu'elle est une de nos plus grandes céramographes, en tout cas la première en France. Alors, un article que j'ai trouvé totalement par hasard presque hier vient revoir même un peu ce schéma. Il est vraiment très intéressant puisqu'il s'agit d'un article dans La Fronde qui est un journal résolument féministe, qui est fondé par Marguerite Durand et qui donne aujourd'hui le nom à une bibliothèque féministe, justement. Un article très tôt, 1902, oui, très avant la reprise de ses études, où il est indiqué que donc il y a eu un concours d'enseigne à la ville de Paris et que pour la première fois à cette époque-là, des femmes y ont répondu, et en particulier Madeleine Masoul. Et là, dans l'entretien qui lui est fait, et on a des précisions sur son parcours, elle a étudié à Sophie Germain, où elle a acquis des compétences en sciences, et qu'elle a, avec son mari, étudié la céramique. C'est donc une praticienne, elle aussi. Et là, elle précise, je la cite, dans une coopération absolue où il serait difficile de déterminer et d'isoler l'œuvre de chacun. À noter donc, au-delà de leur apprentissage, leur production, leur connivence, il y a même un certain goût commun qui se dessine déjà pour l'Orient, puisqu'elle mentionne dans l'article de 1902 que l'inspiration qui les a guidés pour la création des enseignes qu'ils vont présenter, c'est ni plus ni moins le palais de Darius. Alors que les deux autres concurrentes donnent des éléments pour une boutique de dentelle ou une modiste. Donc une originalité qui apparaît. Et là, vous voyez un couple qu'on a aussi un peu réduit dans sa partie créatrice et qui était vraiment un couple peint. Cet intérêt c'est pas cet intérêt, ce travail commun autour de la création est aussi ce qui les anime dans la recherche et dans leur intérêt, puisque c'est ensemble qu'ils vont publier, pas mal de temps après, en 1926, un article sur la céramique des fouilles de Doura Europos, où ils seront rendus, donc dirigés par Franz Cumin, un travail commun qu'ils ont pu effectuer quand, d'ailleurs, Félix Masoul lui poursuit aussi son travail de recherche et d'études en publiant le catalogue de la céramique égyptienne. Vous voyez, il est publié par l'IFAO en 1930. Là, on souligne son approche de technicien. Donc cet intérêt qu'il peut y avoir. Mais vous voyez que les rôles ne sont pas répartis de manière figée, comme on pourrait un peu le supposer, ou comme la presse même sous-entend, mais il y a vraiment une grande polyvalence et un travail commun, conjoint, qui est entre eux. Alors, on en était là, avant donc que Madeleine Masoul décide de reprendre des études à l'école du Louvre, enfin de reprendre, poursuivre, on peut imaginer son travail de recherche en fait, cet intérêt qu'ils ont eu pour l'Égypte. Ils sont même allés jusqu'à Suse, donc cet intérêt qu'ils ont eu pour le ballet de Darius, ils ont pu le réaliser en se rendant, dit-on, en Susiane, et ils y ont développé cet intérêt qu'elle va retrouver donc à l'école du Louvre. À l'école du Louvre, où elle suit donc de 1915 à 1917 ses recherches, et où
elle acquiert cette compétence spécifique de technicienne, praticienne et historienne de l'art. Et en effet, dans la lettre qui est écrite par Edmond Pottier pour l'engager, et je vais revenir sur le contexte, sur l'engagé, et il est dit juste « Madame Massoul possède une compétence toute spéciale dans l'étude de la céramique grecque. Elle n'est pas davantage mentionnée, comme si elle était une évidence, et elle était mentionnée que cette compétence de praticienne, technique aussi, était un élément fondamental. Et en effet, dans un amusement retournement, Edmond Pottier, en 1934, dans l'avant-propos d'une publication sur laquelle je reviendrai, la mentionne en disant « J'étais guidée par le désir de trouver un collaborateur qui fut en même temps un technicien ». Il faut rappeler qu'on a aussi cité Félix Massoul comme technicien. Mais en fait, elle sera aussi bien davantage. Alors, elle obtient ce premier poste en 1920 pour cette compétence spéciale. Et il faut le dire, là aussi, peut-être pour revenir sur un propos qu'il a dit, probablement aidée parce qu'elle s'intéresse à un domaine qui peut être laissé aux femmes. Et je reviens sur ce qui a été dit un peu ce matin et même cet après-midi sur la possible, le genre qu'on peut assigner à certaines typologies de matériel. Ça a été dit pour Der El-Médinet, par Guylaine Lanou, de manière très correcte, très juste, je pense, et qui fait sens, en tout cas aussi pour nous, avec et même un département qui ne travaille pas de la même manière avec les femmes. Il faut dire par exemple que bien sûr le contexte, la discipline ou la typologie de la sculpture, grecque en particulier, elle n'a encore aujourd'hui jamais eu de conservatrice qui en a été responsable au sein du musée du Louvre, alors que le domaine de la céramique, et plus particulièrement par exemple de la terre cuite, a depuis longtemps été laissé aux femmes. Et pour rappel, la terre cuite pour la Grèce, c'est la choroplastie, l'art de la jeune fille. Et effectivement, la première conservatrice au département, Simone Bess, qui prend la suite de ses travaux, aura ce type de matériel. Et c'est quelque chose qui est aussi très visible à l'école française d'Athènes. Donc c'est probablement pour ça aussi que Madeleine Massoul a été une des premières à avoir un poste dans cette niche en particulier et avec cette spécificité. Et en effet, elle s'intéresse, au-delà de la céramique aussi, aux terres cuites grecques. Alors, elle rentre au musée du Louvre, et là c'est intéressant aussi de venir pour moi à la fin de cette journée, puisqu'on voit combien des éléments se rappellent, et en particulier ce bénévolat, je l'ai appelé précarité, mais il était juste de le dire que les hommes pouvaient aussi être concernés, et que c'était vraiment une norme pour tous, mais en tout cas particulièrement pour elle. C'était cependant, vous voyez, quand même pas une course d'obstacles, mais là aussi il y avait certaines épreuves et étapes pour passer, rien que pour être bénévole. Tout le monde ne l'était pas, et à un moment donné, ils se sont inquiétés d'ailleurs qu'il y ait trop de bénévoles et voulu restreindre. En tout cas, ça voulait dire que chaque année, il fallait déposer une demande, qu'elle puisse être renouvelée. Il y a plus de 12 contrats pour elle dans son dossier administratif que vous voyez ici. Alors, de ce fait, il n'était pas difficile pour ses supérieurs, ses collègues et nous de rappeler à chaque fois combien elle a un dévouement désintéressé, combien elle est zélée. Et on voit là aussi cette grammaire et ce vocabulaire qui se prend et se répète. Et peut-être une des seules choses gratuites qu'on peut en effet donner, ce sont aussi les palmes d'officiers d'académie. Et c'était une des manières de récompenser ce travail. Il faut noter là, pour une personne qui n'était pas fortunée, ni par son milieu, ni par le travail, et j'y reviendrai à la fin, ce n'était pas ses revenus ou sa fortune qui lui permettaient de substituer. Il y a un autre élément qui, en revanche, pouvait l'aider. Bien sûr, c'est le soutien constant de ceux qui l'ont nommé, et en particulier d'Edmond Pottier, qui à chaque fois écrivait les lettres, et qui, même au-delà de ça, s'est offusqué de ce contexte aussi de précarité ou de bénévolat, puisque dans une lettre de 1932, où il est demandé à Madeleine Massoul et à Mademoiselle Rhin de pouvoir aider, lui dit qu'il avait donc qui avait l'ambition de les utiliser comme bénévoles pour des raisons d'économie, ce qui me semblait inique. Je leur ai recommandé de ne pas bouger. Donc il les encourage même à une certaine résistance. Et en effet, il sera toujours, on va le voir, très attaché au contexte dans lequel ses collègues vont travailler. Alors, une autre manière, cependant, de surmonter le quotidien, c'était en effet de pouvoir être une conférencière. Alors, c'était aussi un intérêt très fort pour les personnalités dont on a parlé, et pour Madeleine Massoul en particulier. Je m'appuie là donc sur les travaux d'Arnaud Trochet, qui rétablit et restitue très bien les ambitions de ces conférences promenades, mais aussi le quotidien et le contexte de ce travail, qui a été promu
par l'école du Louvre en 1920 justement, pour aussi trouver des débouchés pour les étudiants. Cet enjeu-là de paiement de ces conférences était vraiment noté, comme de sélection. Ils se sont posés à un moment donné la question de réserver aussi ces postes à des agrégés, mais les conservateurs s'en sont émus, et en particulier en disant « mais c'est important pour l'école du Louvre d'avoir cette possibilité aussi pour ses étudiants ». Et là, encore une fois, c'est Pottier qui insiste sur le fait qu'il faut qu'elle soit rétribuée par un juste paiement, et que ces conférences puissent être bien rétribuées pour aider et il dit d'abord nous intéresserons en particulier nos élèves pour lesquels on compte de jeunes gens laborieux qui en ce moment luttent contre les difficultés de la vie chère. Donc il s'y attache particulièrement. En tout cas, Madeleine Massoul est une des premières à être sélectionnée après un petit entretien, et elle sera aussi celle qui aura eu la carrière la plus longue, qui est mentionnée dans la partie supérieure. Donc jusqu'à la guerre, jusqu'à plus de 60 ans, elle fera ces conférences qui connaîtront un vrai succès, comme cela a pu être indiqué. Et en effet, elles sont particulièrement estimées, elles sont attachées. C'est intéressant, je pense, de donner, au-delà de la question financière, aussi possiblement cet intérêt de la transmission et aussi d'une certaine vulgarisation, quand bien même il faut noter que les exigences de ces conférences étaient hautes, conférences promenades, non seulement parce que c'était des sujets à chaque fois spécifiques, et en particulier Madeleine Massoul veut parler justement de la technique des terres cuites, de la coroplatie et de la céramique, et que ça changeait régulièrement, et qu'il y avait donc un examen assez fort, et que c'était considéré dans les termes même de l'époque comme un prolongement de l'enseignement à l'école du Louvre. Donc reconsidérer aussi ce qu'on appelle un peu par conférence. Elle participera d'ailleurs au jury pour les examens d'aptitude qui sont organisés entre 30 et 37 pour recruter les autres conférencières. Elle sera aussi, comme ça a été dit pour d'autres aujourd'hui, elle effectuera aussi les cours Rachel Boyer. Fort donc de ce revenu supplémentaire, donné plutôt par l'école du Louvre, elle aura plusieurs missions au sein du département où elle va rester plus d'une vingtaine d'années, toujours en ayant été bénévole et en n'ayant jamais eu un autre statut que celui d'attaché qu'on a pu évoquer. Alors, ces compétences particulières, on l'a vu, qui vont être mises tout de suite à contribution pour un travail très spécifique qui était de rassembler les fragments de vases grecs en vue de leur restitution. Énormément de vases étaient arrivés en fragments, en particulier lors de l'acquisition de la collection Campana. Des caisses et des caisses de fragments qui, à l'époque, il y a eu qui rencontrait un grand intérêt puisqu'on pouvait mesurer que ces fragments pouvaient en fait constituer des vases. Et on avait même mesuré, en particulier Besley à Oxford, que même ces fragments étaient parfois dispersés entre plusieurs institutions et que des éléments à Florence pouvaient être en lien. Alors il y a eu ce vrai intérêt au Louvre de se dire ouvrons ces caisses et faisons ce travail. Et c'est là où Pottier voyait tout l'intérêt de la formation de Madeleine Massoul et cette connaissance technique et pratique des fragments de reconstitution proche de la restauration, et il lui a ainsi confié ce travail qui a duré au-delà de la mort de Pottier, aussi confié par Merlin pendant la guerre. Elle fait plusieurs rapports pour expliquer la manière dont elle procède et pour rendre compte de ce travail. Elle peut nous dire dans son premier rapport qu'elle a vidé plus de 22 caisses. Elle est aidée d'un auxiliaire. C'est aussi plaisant de savoir qu'elle avait un aide et que là, les éléments, et que c'est l'auxiliaire masculin qui lavait, lui, les fragments et les dépoussiérait quand elle faisait le tri, le classement et l'identification de ces éléments. C'est un vrai travail d'expertise et d'authentification, d'attribution qui peut être fait, et elle reconstitue ainsi 4 grands cratères qu'elle cite ici, une grande amphore corinthienne, quelques pièces exceptionnelles par lesquelles des inscriptions de Pottier qui sont présentées en comité et qui servent à des publications, cette fois-ci, du Maître et de Montpottier. Il la cite cependant toujours longuement. Madame Massoul avait reconnu depuis longtemps que les caisses retrouvées en dernier lieu contenaient les débris d'une ou plusieurs hydrides de Caéré, mais pour aboutir à un résultat définitif, elle dut poursuivre ses recherches, qui rend vraiment compte, et je me suis demandé là sur le fait que ce soit toujours lui qui publiait, si ce n'était pas au sein du musée un peu la nécessité que le responsable des collections le fasse, en la citant abondamment, et vous voyez encore aujourd'hui ce travail qui est visible, comment les fragments ont été réunis pour constituer des collections. Et effectivement, il note aussi très vite que ça permet, c'est leur argument pour obtenir des financements, que ça permet d'obtenir, il dit, nous ferons ainsi entrer dans nos collections, sans bourse déliée, des objets dont la valeur monte à une somme très considérable. Le fait de réunir les fragments crée des œuvres qui ont un certain prix et qui donnent du prix au travail de Madeleine Massoul. Elle s'attache à ce type d'objet, mais une autre mission va être lui confiée, toujours sur un corpus très très large, c'est celui-là des fouilles de la nécropole d'Éléonte,
quelque chose qui n'est pas du tout, qu'on n'a pas du tout retenu. Mais en effet, il y a eu des fouilles en Chersonèse de traces par le corps expéditionnaire d'Orient, l'armée d'Orient, jusqu'en 1922, et un lot très important d'objets qui nécessitent là aussi tri, classement et reprise de l'ensemble des contextes. Reconnaître les vases pour les rattacher à un contexte spécifique, à une tombe en particulier. Et ce travail lui est confié. Encore une fois, c'est Pottier qui va publier dans le bulletin de correspondance hellénique, mais en annonçant une publication de plus grande envergure. On lui confie aussi de travail d'inventaire, un travail d'inventaire qui n'est pas qu'un travail de copiste, mais aussi d'identification, et on en voit la trace en 1920 de l'écriture de Pottier assez mauvaise à gauche, c'est un peu petit, jusqu'à la sienne plus importante. Et là, il faut dire qu'elle est aidée par la femme de Pottier, qu'on a longtemps considérée comme une simple secrétaire, alors qu'elle était une plume, et une écrivaine reconnue qui a eu le prix féminin. On voit ici aussi l'attention qu'Edmond Pottier porte aux femmes et la manière dont il peut les mettre en avant, donc, qui est né sous Jacques Morel. Je me dépêche pour dire que l'autre élément important, c'est le travail très important qu'elle a fait pour le CVA d'Edmond Pottier. Donc là, juste pour dire, elle fait le premier recensement, le publie aussi également, et va vraiment être un élément déterminant de ses premiers travaux, où une autre femme aussi se manifeste, Marcel Flo, qui épouse ensuite un archéologue roumain, et donc là, la manière dont Pottier peut leur faire confiance pour ça, et pour promouvoir leurs travaux. Le fait est qu'elle publie énormément, publie 2 collections, plus généralistes, le musée de Néris-les-Bains, et aussi dans la revue archéologique. C'était intéressant de noter cette question de recension d'ouvrages qu'elle fera aussi en grand nombre sur des sujets très variés et parfois polémiques comme Glosel. La revue archéologique où elle a des éléments aussi techniques qu'elle fait apparaître. Et enfin dans la revue des études grecques où elle est membre du bureau de la revue des études grecques. Donc là, un rôle assez important, ce sont 2 revues emblématiques et un rôle dans un réseau important. Sur 485 membres, il y a à peine une vingtaine de femmes et elle, membre du bureau. Cependant, elle est engagée dans l'ensemble de ses recherches comme son mari jusqu'aux dernières heures presque de leur vie. Il meurt pendant la guerre et on lit dans des conditions difficiles, c'est-à-dire de modestes revenus. C'est ce qui est noté aussi dans les lettres quand en 30-40 on renouvelle son contrat sur le fait que des difficultés financières qu'ils peuvent rencontrer. Son mari meurt en 40, elle en 42, quelques temps après. Et noté, juste en conclusion, du coup, la difficulté de ces guerres, c'est quand même là des personnalités qui sont nées juste après celle de 70, connue celle de 14, Félix Massoul a fait cette guerre-là et en est revenu, et celle de 40. Et en même temps, il est vrai, des contextes où les femmes sont présentes, et dans les carnets de Van Bèze, d'autres femmes sur lesquelles travailler, puisque à côté donc, de Madeleine Massoul, que je n'ai Madame Desroches est évidemment aussi citée, mais aussi Madame Carr et Madame Besque, qui prendra la relève et qui sera une des premières femmes, elle, après-guerre, à être vraiment nommée conservatrice. Merci.